Il y en a. On peut pas, sur un incident, on ne peut pas dire que c'est dysfonctionnel la plupart du temps. Mais juste pour dire que le risque zéro n'existe pas. Or, dans ce domaine-là, en virologie, comme, encore plus peut-être que dans le nucléaire, un problème peut avoir une résonance mondiale. Voilà. Et donc, alors, quel est le gain les promoteurs de ça. Alors, il y a eu un débat sur la recherche, ce type de recherche en virologie en 2014 aux États-Unis, à un moment où il y a eu beaucoup de fuites dans des labos, beaucoup d'incidents. Il y a eu une espèce de moratoire sur 3 ans qui a fait qu'en fait un certain nombre de recherches justement sont parties en Chine. Et ce moratoire, les scientifiques concernés ont réussi à le vider complètement de sa substance au bout de 3 ans. Ils avaient déjà renié les ailes entre 2014 et 2017 et ils l'ont complètement vidé de sa substance ensuite. Donc leur argument est de dire il faut qu'on soit prêt pour les prochaines pandémies, pour pouvoir faire des vaccins, et donc il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse bien les virus. Or, là je rentre dans le domaine de l'opinion personnelle. Mon opinion personnelle à moi, c'est que cet argument n'est pas valable, et les virologues avec qui j'en discute, mais qui sont biaisés puisque c'est ceux avec qui je discute peut-être plus, pensent qu'effectivement on n'a jamais prédit une pandémie. Il y a telle variété de virus possibles qu'on ne peut pas prédire. C'est pas en faisant des études sur un en particulier qu'on va pouvoir faire plus de prédictions. Et par contre, on n'a pas d'exemple historique de grand succès de ce type de recherche. Par contre, voilà, le risque. Bon, on ne sait pas si on a déjà eu une pandémie à cause de ça, mais peut-être que c'est déjà le cas. Et en tout cas, on sait qu'on se soumet à un risque. Et ce risque, encore une fois, ça fait des gens qui tirent la sonnette d'alarme depuis très très longtemps. Donc c'est pas moi maintenant qui tire cette sonnette-là. Donc ça c'est pour dire que globalement, mais la recherche en virologie c'est un exemple en général, mais sur ce type de débat a eu lieu beaucoup dans le nucléaire, hein, et en particulier sur le nucléaire lié au nucléaire militaire. Et de façon générale, voilà, la question c'est aussi, même sans accident, est-ce que la recherche elle-même peut avoir des incidents sur l'environnement ? Ben oui, comme toute activité, elle est polluante, comme toute activité, elle crée des déchets, elle a un impact, elle occupe de la surface sur le globe, et de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, par exemple, l'astronomie utilise des détecteurs au sol qui sont kilométriques. Voilà. Donc c'est des trucs, quand vous avez quelque chose d'1 kilomètre qu'il faut refroidir à très très basse température, mettre sous vide, etc. Vous consommez de l'énergie, vous consommez des matières, vous produisez des déchets en grande quantité. Donc l'activité de recherche elle-même, plus elle grossit actuellement, plus elle va devenir polluante. Et un exemple que je donne, c'est le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire qui est entre la France et la Suisse. Eh bien celui-là, il consomme déjà à peu près en puissance la moitié d'un réacteur nucléaire, et ils veulent doubler de taille et consommer à peu près un réacteur nucléaire. Donc c'est quand même pas négligeable. L'échelle, que ce soit ce qu'on envoie dans l'espace ou ce qu'on fait sur Terre, commence à avoir des échelles qui deviennent très grandes et très consommatrices. Donc un impact direct de l'activité de recherche sur l'environnement, même en fonctionnement normal. Oui. Quelque chose qui est la taille du CERN, par exemple, puisque là on parle, c'est colossal, c'est pharaonique. J'ai du mal à imaginer les retombées économiques que ça va provoquer, ce genre de recherche, par exemple. Parce que tout à l'heure, on parlait justement de pourquoi les États investissent autant. Là, il y a un conglomérat... Il y a un vrai débat. Ce débat-là, par exemple, cette question-là est vraiment posée, y compris par les scientifiques, et il y a un vrai débat de politique scientifique. Par exemple, les États-Unis ont choisi de faire des pauses justement dans cette course à la plus grande puissance. L'Europe, pour l'instant, silence. Bon, il y a des vrais débats dessus. Effectivement, c'est pas du tout une question évidente. Mais disons, ce que je voulais dire, c'est que globalement, les projets de recherche, comme d'ailleurs la plupart des choses qui se font dans la société, quand on se lance dans quelque chose, on regarde ce qu'on a le budget en termes d'argent. Hein, même chose quand les politiques vont essayer de faire un rond-point ou d'essayer de faire un centre commercial, on se demande est-ce qu'on a l'argent. Très très rarement, on fait une vraie étude d'impact environnemental complète. En tout cas en termes d'énergie et des choses comme ça. Éventuellement, on regarde si on détruit un écosystème localement. Mais l'ensemble du budget en énergie, en matière que nous consommons, c'est très rarement fait. Et donc, on ne recherche pas plus qu'ailleurs. Est-ce que ça va là-dessus avant que je passe à la partie suivante? Est-ce qu'il n'y a pas du coup une distinction entre la recherche vraiment qui
sais pas comment dire, qui crée ou qui invente des nouvelles choses, et la recherche qui va étudier, je sais pas, le comportement d'oiseaux ou de la faune, de la flore. Entre celle qui découvre et celle qui invente? Oui, je sais pas si c'est ça que cette distinction qu'il faut faire, mais j'ai l'impression que c'est différent entre le nucléaire ou pour aller dans l'espace et tout ça, et puis des chercheurs qui vont utiliser, enfin qui vont étudier la microfaune, les mycorhizes dans le sol, enfin des choses qui sont... Alors, curieusement, par exemple, quand des labos grenoblois ont fait une étude chacun de leur bilan, en particulier en se focalisant sur le bilan carbone, parce que c'est le plus facile à faire et puis le plus mis en place actuellement, et l'un de ceux qui avait le plus d'impact, c'était un labo d'écologie. Ah ouais. Qui faisait plein de missions en bateau tout autour du globe. Ah, oui. Et le bateau, on se dit, ça ne consomme pas trop. Et en fait, il faisait beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et ceux qui vont, si vous avez observé une canopée, c'est-à-dire faire des missions sur le haut des arbres d'une forêt tropicale, ou des choses comme ça, bah oui. Et moi, je donne l'exemple aussi de quelqu'un avec qui je collabore, qui va chercher 2 œufs de manchots dans l'Antarctique. Alors, avec toutes les autorisations, enfin, pas dans une île près de l'Antarctique, avec toutes les autorisations gouvernementales qu'il faut pour ne prendre que 2 œufs, pour être sûr de ne pas endommager l'espèce, etc. Mais bon, on fait un aller-retour en avion pour 2 œufs, pour aller chercher les œufs. Donc, il y a beaucoup. L'activité mission, déplacement est très importante aussi. Voilà, alors, si on est un peu calé là-dessus, je voudrais passer à une partie qui est la question de recherche et la finalité maintenant, revenir sur le fond de la finalité de la recherche. Pardon. Oui. J'ai peut-être une question avant ça. C'est, est-ce que, de ton point de vue, tu as pu observer si, par exemple, actuellement, il y a le conseil de défense, le conseil scientifique. Le conseil scientifique, j'imagine qu'il est composé de scientifiques, mais le conseil de défense, on ne sait pas vraiment. Enfin, moi, je ne sais pas vraiment. Et les décideurs des États qui décident d'abonder dans le sens d'une recherche scientifique ou une autre, est-ce qu'eux-mêmes, c'est des scientifiques ou pas? Alors, voilà. les décideurs sont rarement des scientifiques, sauf en Allemagne, où il y a quand même une scientifique qui est quand même restée au pouvoir pendant très longtemps. Mais c'est très rare, c'est rare, il y en a peu dans la classe politique. Quelquefois, le ministre de la Recherche ou la ministre de la Recherche est scientifique, mais, comme c'est le cas. Mais c'est relativement rare. Mais de ce point de vue-là, moi je trouve que je ne suis pas du tout pour un gouvernement de scientifiques. Et ça tombe dans ce qu'on appelle l'idéologie scientiste, et que moi je combats fortement, parce que je pense que les scientifiques doivent contribuer à fournir des arguments, et à fournir des arguments, et à éclairer, etc. Mais pour ce qui est de la prise de décision, ils sont ni plus ni moins que n'importe quel autre habitant de la planète, pour moi. Donc je pense que... Donc les scientifiques eux-mêmes ne seraient pas éthiquement les plus aptes à décider s'il faut y aller ou pas? Non, c'est-à-dire que si on leur donnait le pouvoir en tant que classe, ils auraient un raisonnement de classe et qui défendraient leurs propres intérêts. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison de confier à un groupe plutôt qu'à un autre les clés du pouvoir. Il faut réguler le pouvoir de façon générale, et donc il faut que chaque classe reste... chaque groupe qui défend ses intérêts n'est pas un pouvoir absolu. Voilà, ça serait... Et le scientisme, c'est ce qui dit, les scientifiques ont l'autorité, ils ont les arguments d'autorité, ils peuvent dire aux politiques ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est une idéologie qui, moi, dont je connais beaucoup de représentants et qui me paraît très grave. Voilà. Donc, il y a la même différence entre être scientifique et être scientiste qu'entre être musulman et islamiste, ou entre croyants catholiques et intégristes. Voilà. Donc, par exemple, le terme technocratique, oui. Là, ça prend quel aspect dans cette question-là? Parce que si, par exemple, on entend parler des technocraties européennes, oui, c'est quand on donne... mais on le voit bien, c'est quand la partie technique prend le pas sur la partie politique. Ça peut être au niveau d'une commune. Vous avez des techniciens qui préparent les dossiers, et normalement, c'est les politiques qui les traitent. Et si uniquement l'avis des techniciens emporte l'avis des politiques, il y a un problème, effectivement. Voilà. Bon, alors, justement, je vais essayer de dire que il y a 3 échelles, finalement, de la finalité de la recherche. La compétition entre humains, alors, à commencer par la compétition de type militaire, mais ça peut être aussi la compétition économique, et donc la compétition des humains envers d'autres humains. Ensuite, il y a la compétition des humains envers le reste du vivant.
et plus généralement la compétition des humains avec l'ensemble de la planète, enfin l'ensemble de l'extérieur. Voilà. Pour moi, il y a ces trois types-là, et c'est ces trois-là que je vais essayer de développer. Alors je sais pas, déjà, est-ce que je parle trop longtemps? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je continue comme ça? Ça va? Ouais. Alors, le lien entre recherche et militaire, je pense qu'on peut en parler pendant longtemps. J'aime bien le paradoxe de la science homicide, qui est de l'historien Jules Isaac, après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça montrait les liens entre la chimie et la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est entre le nucléaire, donc entre la physique et la guerre. Donc en 1922, Jules Isaac, qui était historien, écrivait: n'est-on pas en droit de dire que la science en use à l'égard de l'humanité, exactement comme des parents inconscients qui laisseraient à la portée de leur gamin un revolver chargé, sans même songer à le mettre au cran d'arrêt? Le gamin y touche naturellement. Le coup part, le voilà gisant mort. Dira-t-on que l'enfant seul est responsable et que les parents ne le sont pas? Voilà. Donc je pense que ça, cette question-là, qui est exactement un siècle, elle est, à mon avis, d'actualité. L'analogie n'est pas parfaite. Pour moi, je préfère comparer la communauté scientifique. C'est pas vraiment les parents et le reste de la société qui est des enfants innocents et inconscients. C'est pas franchement comme ça que ça se passe. C'est comme le reste de la société qui paye les chercheurs. Donc les grands enfants, c'est quelquefois plutôt les chercheurs. Je dirais plutôt que la communauté scientifique, c'est quelqu'un qui accepte d'être payé pour inventer à la fois les revolvers et les gilets pare-balles. Voilà. En gros. Donc voilà, Deuxième Guerre mondiale, écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin de rappeler le lien, surtout la bombe atomique, mais globalement, la recherche a été absolument fondamentale dans la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'est là-dessus que Grothendieck réagit beaucoup. Et donc en 70, lui, il dit, c'est le point de départ de sa réflexion, c'est qu'il essaye de s'affranchir des budgets militaires pour la recherche. Et que finalement, donc on crée un institut pour lui, c'est un mathématicien génial, vraiment très connu, on crée un institut pour lui, au bout d'une dizaine d'années, il s'aperçoit que même son institut, l'Institut des hautes études scientifiques, reçoit un peu de budget militaire. Et donc il essaye d'alerter de protester, d'alerter des collègues pour qu'ils fassent changer d'avis le directeur, et c'est un échec total, et donc il démissionne et il arrête, il quitte les liens avec la recherche scientifique à cause de ça. Je pense que c'est très important de se rappeler que ce soit une entreprise ou une industrie ou les militaires, avec peu d'argent, on oriente facilement une recherche. Parce que, surtout quand les chercheurs ont leur salaire payé par le public, il suffit de payer quelques pourcents des salaires, ça va devenir, pour les chercheurs, ça va leur faire une fraction importante de leurs frais de recherche, et ça va pouvoir orienter la manière dont ils vont faire leur recherche. Donc les liens avec entre le militaire et la recherche, même publique, sont en fait, encore actuellement, beaucoup plus développés que la perception qu'on peut en avoir dans le public. Et même cette recherche en virologie dont je parlais tout à l'heure, par exemple, typiquement la personne qui est au cœur du scandale, qui est Peter Daszak, qui distribuait des financements dans différents labos, y compris à Wuhan, mais aux États-Unis aussi et ailleurs, sur 104 millions qu'il a réussi à percevoir et à redistribuer, en prélevant un petit peu au passage, pour la recherche en virologie, que moi je trouve préoccupante, eh bien il y avait une quarantaine de millions qui étaient d'origine militaire. Donc c'est pas négligeable. Et du côté chinois aussi, les liens entre la virologie et le militaire sont forts, et dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est pas anecdotique de parler du poids du militaire dans la recherche publique. Mais ça on parle alors évidemment, même sans militaire, on est bien d'accord, on en parlait beaucoup de la compétition économique, le brevetage, etc., les brevets, on dit bien brevetage, je sais pas, la brevetitude, le fait de breveter, ça fait partie de la compétition économique entre humains, où il s'agit aussi d'établir des rapports de domination, non pas plus sur la base de l'argent que sur la base de l'armée, mais on reste dans un système un petit peu comparable, qui est l'idée que la recherche, le plus puissant peut faire plus de recherche, qui lui permet d'avoir plus de pouvoir. Voilà, par différentes méthodes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la guerre aux vivants, et ça justement, ça c'est le site Pièces et main-d'œuvre en parle souvent. C'est le fait que, bien la partie, ça c'est plutôt pour la biologie, mais pas seulement,
la connaissance, plus on progresse sur la connaissance, plus ça donne des possibilités d'action. Ça, c'est vrai pour toute la recherche, mais particulièrement en biologie sur le vivant, et même les recherches en écologie sur comprendre de tel insecte au fin fond de tel pays, a comme motivation et comme retombée le fait ensuite de pouvoir agir dessus. Pas nécessairement sur cet insecte, mais sur autre chose. Et donc, on sait bien que les choses peuvent être très indirectes, imprévisibles, etc. Mais le matelas de connaissances sur le vivant sert à avoir un matelas de connaissances pour agir sur le vivant. Et pour agir de plus en plus. Et là, on est, par exemple, plusieurs points sur lesquels on peut tirer la sonnette d'alarme sont la question de l'eugénisme. L'eugénisme qui était très développé dans plusieurs pays d'Occident au début du XXe siècle, qui a eu un coup d'arrêt après le procès de Nuremberg parce qu'on a vu ce que les nazis en avaient fait, mais qui est en train de revenir actuellement très en force avec tout ce qui est prénatal. Tout ce qui est diagnostic prénatal sous des formes différentes. Mais il y a aussi tout ce qui est biologie de synthèse, ce qui est chimère humain-singe, et ce qui est clonage. Je ne sais pas si ça c'est des termes qui vous sont familiers aussi, il faut que je les développe. Il y en a un que je vais développer qui est peut-être pas familier, c'est le forçage génétique. C'est l'idée qu'on relargue dans la nature des organismes modifiés, génétiquement modifiés, mais de façon à ce que non seulement ils transmettent les gènes à leurs descendants, mais que ce gène ait une probabilité plus forte que les autres de se reproduire et que donc il envahisse toute la population. Et ça, il y a, par exemple, l'idée c'est de dire on va stériliser les rats dans les îles où ils sont invasifs, ou on va stériliser les moustiques pour pas qu'ils propagent le paludisme, et pour ça on va diffuser ce gène dans la population. Alors là, un des gros problèmes de ça, c'est que si on fait une bêtise, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais ça c'est un des principaux. C'est très très difficile. Alors il y a déjà des chercheurs qui disent mais si si on veut revenir en arrière, on va remettre une autre, on va refaire un forçage génétique, mais avec l'autre. Bon. Donc il y a le fusil et le gilet pare-balles. Voilà, le fusil et le gilet pare-balles, exactement. C'est comme voilà, et c'est comme je parlais du fusil et du gilet pare-balles parce que j'avais en tête l'analogie effectivement des gens qui disent oui, on a besoin de faire de la recherche en virologie pour pouvoir avoir des vaccins. Et regardez, on a eu le vaccin très rapidement. Mais les gens qui tiraient la sonnette d'alarme depuis 10 ans disaient oui, mais moi je préfère avoir ni la pandémie ni le vaccin. Donc voilà. Donc oui. Est-ce que, par exemple, dans la communauté scientifique, parce que là, tous les sujets que tu as abordés, notamment celui d'introduire par exemple une espèce de moustique mâle-femelle qui va faire s'arrêter la reproduction et ce genre de choses, et je crois que ça n'a pas marché d'ailleurs, l'essai qu'ils avaient fait aux États-Unis, il y avait eu un truc comme ça. En tout cas, j'ai l'impression quand même que il y a des silos de vision qui font que les scientifiques travaillent sur un sujet, mais il y a tellement de complexité dans ces domaines-là qu'ils n'arriveront jamais à calculer les incidences que ça peut avoir. Voilà. Alors il y a deux choses. Il y a les motivations des gens peuvent être différentes. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les conséquences que ça peut avoir, d'autres qui veulent bien les voir mais qui ne peuvent pas les voir toutes. Et effectivement, ceux qui tirent la sonnette d'alarme, c'est ceux qui disent on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas prévoir toutes les conséquences. Effectivement. Et donc ça, effectivement, dans un truc comme ça, on touche à quelque chose de tellement complexe qu'on ne peut pas prévoir toutes les conséquences de ce que... Et d'ailleurs, dans le passé, à chaque fois qu'on a introduit une espèce, enfin, pas à chaque fois, mais il y a beaucoup d'exemples, on introduit une espèce dans un continent où elle n'était pas, et on s'en mord les doigts longtemps après. C'est tout, hein. Ça peut être l'importation de la coccinelle en Europe, d'une coccinelle asiatique en Europe, ou l'importation du moineau aux États-Unis, ou des choses qui ont été faites délibérément, voilà, ou la perche du Nil au lac Victoria, ou des choses qui ont été faites délibérément et dont après on voit les conséquences une fois que le phénomène s'amplifie. De toute façon, les scientifiques, ils ont un point de vue politique. Enfin, c'est des humains qui sont mus par pas qu'une neutralité ou une objectivité. Ils ont leur subjectivité aussi qui font qu'ils vont forcément faire des fois croire en certaines recherches qui
Oui, parce qu'il peut avoir intérêt, à ça. Sur les OGM, il y a eu, on voit qu'il y a eu des fois des articles publiés où on voyait que c'était derrière des... Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les scientifiques peuvent avoir un intérêt personnel, éventuellement, à développer, en termes de reconnaissance ou en termes d'argent, à développer une technique et ne pas s'occuper des inconvénients. Il y a aussi la chose qu'ils peuvent de très bonne foi vouloir mettre en évidence les avantages pour une certaine communauté, mais les inconvénients seront supportés par une autre communauté qui, elle, n'a pas eu la voix au chapitre. Et ça, c'est pas que dans l'activité de la recherche, hein, c'est quelque chose de très général. Mais le rapport coût-bénéfice, c'est pas pour les mêmes personnes. Hein, et donc, en général, ceux qui décident, c'est ceux qui voient leur avantage, et les inconvénients, et pour les autres. Et là, typiquement, on est dans la recherche, en général, ceux qui décident, c'est ceux qui sont du côté qui a le financement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est une manière peut-être maladroite de le dire, mais de leçons qui ne sont pas tirées de ce genre d'effet rebond de système. Alors, que les leçons ne soient pas tirées. Alors, j'insiste sur le fait que là, on a peu de garde-fous contre les dérives isolées de savants fous, on va dire, mais même du point de vue institutionnel, la plupart de ce que je dis sont des choses qui sont soutenues institutionnellement, qui sont dans le courant dominant. Et en fait, il suffit... Tout le problème de la recherche, c'est qu'il suffit qu'une personne ait fait quelque chose pour que ça impacte sur tout le monde. Vous pouvez avoir 95% des gens qui s'auto-limitent. S'il y en a 5% qui ne le font pas, des choses risquées vont pouvoir se faire. Il y a vraiment l'aspect... c'est un peu comme une forçage génétique. La recherche, dès qu'il y a une chose qui se fait, ça diffuse partout. Les Américains ont développé la bombe atomique. Il a fallu 100 000 personnes, un budget absolument colossal, tout l'effort d'un pays pour développer la bombe atomique. Et ils s'étaient dit, comme ça, ils assuraient leur suprématie pendant des années. Bon, ben non, leur suprématie n'a pas duré longtemps. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'était quoi ? Tout le monde peut le faire. Oui, voilà. Non, pas tout le monde. Mais même c'est limité. Même, par exemple, les Allemands, les scientifiques allemands qui étaient persuadés qu'ils n'y arriveraient pas et que ce n'était pas possible, dès qu'ils ont vu l'explosion, ils ont compris immédiatement quelques paramètres qui étaient importants, ils ont compris comment ça pouvait se faire, et l'idée, ils ont compris. La réalisation, non, parce que l'Allemagne de 1945 n'était pas en état pour le faire. Mais par contre, l'Union soviétique, ça n'a pas posé énormément de problèmes, ni pour la bombe ni pour la bombe H. Hein. C'est pas... Mais dans ma question, par exemple, il y a une similitude, par exemple, sur les médicaments. C'est manifeste qu'à partir de 3 médicaments, on a ce qui s'appelle un effet cocktail, dont après, on ne sait pas, selon les personnes qui le prennent, qu'est-ce que ça va donner. C'est quelque chose qu'on retrouve comme structure un peu partout. Alors oui, justement, le fait que c'est très difficile de prévoir, les scientifiques, très souvent, travaillent sur un aspect, parce qu'on a besoin d'être spécialisé. Pour pouvoir être très performant, on a besoin d'être très spécialisé sur un domaine. Alors certains ont une culture, d'autres moins. Et effectivement, on n'a jamais assez de culture pour avoir tous les domaines. Les épidémiologistes et les virologues, par exemple, c'est des communautés différentes. Et certains ont un point de vue du virus, donc un truc très 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 réduit. D'autres ont la vision de la communauté humaine. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils sont des points de vue radicalement différents. Et ils ne sont pas nécessairement capables d'intégrer les deux vues à la fois. Et c'est ça qu'il faudrait pour faire ce genre de choses. Et ça, c'est valable dans plein de domaines différents. Alors, je continue parce que, comme je disais, donc, il y a la guerre militaire ou économique entre humains, la compétition entre humains, la compétition entre les humains et le vivant, qu'on peut développer aussi, mais plus généralement, voilà, est-ce que par essence, la question que je pose, est-ce que par essence, la recherche est une recherche de croissance, et donc un problème pour la planète? Et là, c'est vraiment une question de fond, cette fois. Et est-ce que par construction, la recherche, il faut du nouveau tout le temps. C'est comme je disais, c'est comme le paquet de lessive, il faut avoir du nouveau tout le temps. Comme je disais, vous envoyez un article scientifique, il faut deux choses. Minimum, il faut qu'il soit correct, et il faut qu'il soit nouveau. Il faut que ce soit quelque chose qui n'a pas été écrit avant. D'accord ? Donc, fondamentalement, ça pousse à aller toujours plus loin, à aller repousser les limites toujours plus, pour pouvoir publier. Donc, si vous avez défini un certain budget, et payer des gens pour faire de la recherche, ils ne peuvent pas se contenter de faire de la maintenance de l'existant. Ils doivent tous trouver un petit créneau pour aller plus loin que les autres. Vous voyez ? Donc là, actuellement, dans le monde, dans l'humanité actuellement, on met 600 milliards pour que des gens aillent chercher des créneaux qui n'ont pas été explorés. Et ça, c'est la locomotive de la croissance. C'est ça qui permet la croissance, essentiellement.
Donc voilà, donc là il y a toute la question, savoir est-ce que la croissance est souhaitable, pas souhaitable. Et la question de faut-il financer la recherche va avec, en fait. Et là on revient à des questions de fond. Et alors là on va rentrer dans les questions d'opinion, mais aussi quand même des questions de physique, qui est le fait que la croissance de la consommation d'énergie, la consommation de matière, ne peut pas, la croissance ne peut pas se prolonger comme ça. Et à cet argument-là, est-ce que... Enfin, je suppose qu'il y a le contre-argument qui est de dire des nouveaux secteurs de recherche qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais qui à l'avenir permettront comment dire, de consommer les ressources naturelles existantes dans l'ensemble de l'écosystème qui se réduisent de plus en plus, ces ressources naturelles. Donc des nouvelles modalités de recherche, des nouveaux secteurs de recherche sur le secteur qu'on ne connaît pas aujourd'hui, permettraient d'être plus économes en énergie et donc permettraient dans un écosystème en réduction finalement de continuer à fonctionner de la même façon qu'auparavant. Typiquement, je ne sais pas, sur des systèmes comme des nanotechnologies, des trucs... Alors, là, pour faire des économies d'énergie, moi je suis convaincu que c'est une fuite en avant. Mais, justement, alors, je vais t'interrompre parce que ça, c'est un sujet à part entière qui sera discuté vendredi. Qui est le sujet de vendredi. D'accord. Donc ça, à la fois pour ne pas le déflorer et puis pour ne pas nous embarquer dans 2 heures. Là, je pense que je vais conclure là, ce qui va permettre qu'on ait quelques questions. Et donc pour conclure, je voudrais dire que, en tout cas, globalement, actuellement, on a un budget de recherche. Donc on a une partie de l'activité de l'humanité qui est dédiée à trouver du nouveau. Et dans tous les domaines, y compris sciences humaines, y compris plein de choses différentes, et que l'ensemble de ça est financé par des gens qui, en tout cas, veulent en faire le moteur de la croissance de leurs profits. Après, on peut discuter, est-ce que la croissance des profits, c'est pareil que la croissance de l'énergie, de la consommation d'énergie et de matière. Ça, c'est la discussion de vendredi. Mais en tout cas, là, la question, c'est est-ce que, actuellement, dans l'organisation actuelle de la recherche, dans le système actuel, est-ce que la recherche est le moteur du capitalisme, le capitalisme est le moteur de la recherche? Est-ce qu'ils sont actuellement, en ce moment, complètement imbriqués? Voilà. Et est-ce qu'il y a moyen de réguler l'activité de recherche? À la fois, est-ce qu'on est capable de réguler le volume? Est-ce que sans tomber dans l'obscurantisme et sans dire qu'il faut interdire le savoir, est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on met les limites en termes de volume de recherche? C'est la première chose. Deuxième chose, où est-ce qu'on met les limites en termes de type d'activité de recherche? Est-ce qu'on est capable de définir un système de valeurs qui nous disent dans quelle direction chercher? Valeurs au sens qu'est-ce qui nous permet de dire qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Voilà. Et si on définit un système de valeurs, est-ce qu'on est capable de le faire appliquer avec la remarque que je disais tout à l'heure, c'est qu'il suffit de quelques-uns qui ne respectent pas pour faire voler en état le système. La question du clonage humain, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on est capable de réguler le volume des activités de recherche et le type des activités de recherche de façon correcte et de les réguler à la fois en principe mais aussi en pratique? Et je dis sinon, là, il faut vraiment se reposer la question de Grothendieck, est-ce qu'on doit arrêter la recherche? Voilà. Et je termine là-dessus et on peut, comme j'ai été long, on peut commencer les questions, même s'il y en a déjà eu pas mal. Je coupe la caméra, peut-être, ce sera plus simple.